Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée à Motta Visconti en 2014. C'est une commune italienne d'environ 8000 habitants, située dans la ville métropolitaine de Milan, dans le nord-ouest de l'Italie. C'est un endroit pittoresque et paisible où beaucoup cherchent à mener une meilleure vie, loin des grandes villes. En général, le taux de criminalité y est faible. Cependant, même la tranquillité de la campagne italienne peut dissimuler de véritables monstres parmi les hommes. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite ardemment à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Carlo Lissi est né en 1982. Il était le premier enfant de ses parents et plus tard, il a eu un frère cadet. Son père était assez dur et exigeant. Il traitait clairement mieux le fils cadet que Carlo, qui était constamment maltraité. Carlo a toujours enduré, n'ayant jamais eu le courage de résister à son père. Tout ce que le père disait était exécuté sans hésitation. S'il était contredit, il se mettait immédiatement en colère. Cela a toujours été source de problèmes. Donc les enfants ont grandi en silence dans une atmosphère assez rigide. Pendant l'adolescence de Carlo, un moment décisif est arrivé, où il en a eu assez de subir un traitement cruel. Vers l'âge de 20 ans, sa véritable personnalité a commencé à se révéler. Le jeune homme ne voulait plus cacher ses vraies émotions et faire ce que son père lui disait. Cependant, malgré son mécontentement, la situation familiale n'a pas changé. Le jeune homme n'a jamais trouvé la force de s'opposer à son père. Sa rébellion se passait en interne et en conséquence, le jeune homme s'est renfermé sur lui-même. Il est devenu littéralement un miroir qui reflète les désirs des autres personnes. Carlo a toujours essayé de suivre les directives de son père et ne lui a jamais fait obstacle. Ce même modèle de comportement s'est manifesté dans ses relations avec les autres. En fin de compte, Carlo a commencé à subir les conséquences de la pression exercée par son père. Il est devenu la cible de moqueries de ses amis. Malgré cela, il continuait à essayer de plaire à tout le monde. Cela a évolué en une forme douloureuse où Carlo était prêt à agir à son propre détriment, juste pour ne pas contrarier ceux qui s'adressaient à lui. Il avait également des problèmes dans ses relations avec les filles. Là où il aurait dû montrer du caractère, il ne montrait que de la douceur. En conséquence, toutes ses petites amies commençaient à exploiter ce garçon docile avant de rompre avec lui. Carlo a commencé à avoir des problèmes psychologiques. Il voulait désespérément être lui-même, mais il ne trouvait pas la force en lui pour prendre les choses en main. Tout cela a conduit à la suppression de ses désirs personnels. La cause en était l'estime de soi réprimée du garçon, qui a conduit à un comportement de soumission. Parfois, Carlo s'engageait timidement dans des disputes verbales, mais il était facilement écrasé par n'importe quel adversaire. En conséquence, Carlo se sentait mal à l'aise et en souffrait. Il perdait constamment, ce qui a conduit son estime de soi à un niveau nul. Pour ne pas aggraver cette situation, le jeune homme a pris la seule décision correcte selon lui, éviter complètement toute situation conflictuelle et tout débat. Il était simplement convaincu qu'il perdrait face à n'importe qui. C'est pourquoi il supportait tout en restant silencieux. Le jeune homme avait l'habitude de satisfaire les opinions des autres en tout. Carlo construisait sa vie sur les préférences des autres personnes. Il ne pouvait même pas montrer ses propres émotions. Il riait quand les autres riaient, et il était triste quand les autres étaient tristes. Le jeune homme essayait toujours d'avoir l'air bien, afin de ne jamais entendre de critiques sur son apparence. Carlo a alors commencé à aller à la salle de sport, car cela lui permettait de mieux s'intégrer dans la société. Il a également commencé à étudier l'économie, car c'était populaire à l'époque. En réalité, il ne pouvait pas poursuivre librement ses propres intérêts. Il avait très peur de ne pas être accepté par la société, mais il appelait sa faiblesse d'altruisme, le désir d'aider son prochain. En réalité, le garçon souffrait d'être pris au piège de l'opinion publique. C'est son père qui l'a poussé à faire les études universitaires dans le domaine de l'économie. Le garçon n'avait pratiquement pas d'alternative, c'est pourquoi il s'est soumis. Carlo a obtenu son diplôme universitaire à l'âge de 21 ans, puis a trouvé un emploi à Milan, où il est devenu consultant dans une grande entreprise de télécommunications. Bien qu'il n'aimait pas ce travail, il y est resté en raison du salaire élevé et des bonnes conditions de travail.
consacrant tout son temps libre à cette activité. Il semblait qu'il était épanoui, mais le jeune homme n'a jamais aimé cette activité. Carlo a alors commencé à chercher une femme, non pas parce qu'il le désirait réellement, mais parce que c'était ce que les gens attendaient de lui. Tous ses amis lui demandaient quand il trouverait enfin une petite amie et se marierait. Ainsi, après 2 ans de recherche infructueuse d'une compagne de vie, il a finalement rencontré sa future épouse, prénommée Cristina. Bien que Carlo n'avait que 23 ans à l'époque, sa bien-aimée était 7 ans plus âgée que lui. Mais cela ne semblait pas être un problème. Elle était plus sage, expérimentée, et guidait son futur mari dans tous les domaines. Cristina pensait que leur relation était l'occasion idéale de fonder une famille et d'avoir des enfants avec un homme fiable. Mais elle se trompait lourdement. Au fond de lui, Carlo était toujours un enfant et n'était pas prêt pour le mariage ni pour les enfants. Sa future femme, Cristina, était une femme avec une vision réaliste de la vie. Déterminée et ambitieuse, elle avait un caractère fort, contrairement à son élu. Il était impossible de la manipuler, car dès son plus jeune âge, elle était extrêmement indépendante. À l'âge de 20 ans, Cristina vivait déjà seule et subvenait à ses besoins. Elle comprenait parfaitement que Carlo était un homme faible pour lequel il fallait prendre des décisions. Cependant, cela ne posait pas de problème à Cristina. Il semblait que son énergie inépuisable serait suffisante pour eux deux. Elle est devenue une sorte de mère pour Carlo. Cristina est née en 1975. Depuis son plus jeune âge, son trait dominant était l'indépendance. Il était pratiquement impossible de la forcer à faire quelque chose contre sa volonté. Cependant, cela ne signifie pas qu'elle aspirait à quelque chose de mauvais. Elle voulait se consacrer au théâtre et à son éducation tout son temps libre. La différence entre Cristina et Carlo était visible même dans leur relation avec leur père. Cristina avait compréhension et respect envers son père, que son futur mari n'avait jamais vu avec son propre père. En grandissant, Cristina entrait souvent en petits conflits avec son père quand celui-ci lui imposait quelque chose. C'est pourquoi elle avait appris à défendre ses droits dès son plus jeune âge, contrairement à Carlo. Pour sa famille et ses amis, Cristina était un soutien fiable. Elle s'occupait facilement de toutes les questions organisationnelles. Si Cristina était une personne socialement active, Carlo était véritablement asocial. À partir de 20 ans, la jeune fille était devenue agent d'assurance dans une entreprise située à Motta Visconti. Sa carrière se développait avec succès. Elle était très appréciée au travail. Cristina n'a pas choisi de partir. Elle est restée dans ce village car elle s'y sentait à l'aise. Sa famille et ses amis y vivaient, et elle y trouvait tout ce dont elle avait besoin dans la vie sans problème. C'est pourquoi la jeune fille active et dynamique a décidé de ne pas partir à Milan. Elle prenait plaisir à vivre à Motta Visconti, loin du bruit des grandes villes. Même devenue économiquement indépendante, elle continuait à aimer passionnément le théâtre, adorait les comédies musicales et se produire sur scène. C'est au théâtre d'art oratoire Motta Visconti qu'elle a découvert son amour pour les performances publiques. C'est là qu'elle a rencontré son futur mari Carlo. Cependant, leur première rencontre n'avait pas aussitôt eu lieu en raison de la timidité de Carlo. Plus tard, ils se sont rencontrés à nouveau et c'est seulement à ce moment-là qu'ils ont fait connaissance. Le jour de cette rencontre, la jeune fille était sur scène. En regardant Cristina, Carlo est littéralement tombé amoureux. Ses amis étaient présents. Ils ont remarqué que son regard habituellement indifférent et détaché s'était illuminé. C'était simplement de l'amour. Avant cette rencontre, Carlo n'avait pas de relation sérieuse, mais il semblait que Carlo voulait pour la première fois fonder une famille. C'est pourquoi les jeunes ont commencé à se fréquenter et leur relation a évolué rapidement. Quelques mois plus tard, lorsque la relation est devenue plus sérieuse, Carlo a fait la connaissance des parents de Cristina. La famille de la femme avait des sentiments mitigés à l'égard de l'élu de Cristina. Ils attendaient d'elle quelque chose de plus que ce garçon si modeste, silencieux et inexpérimenté. Mais finalement, la mère et le père l'ont soutenu dans son choix, car le contester était inutile. Cristina pensait qu'il était parfait pour fonder une famille. La famille du jeune homme, en revanche, a très volontiers soutenu le choix de Carlo, car Cristina était vive, joyeuse, active, déterminée et pouvait prendre soin de lui. Le père du garçon a particulièrement apprécié la jeune femme, ce qui ne pouvait que ravir Carlo.
En réalité, le père de Carlo était tellement heureux que son fils ait finalement trouvé une petite amie pour fonder une famille. Motta Visconti était un coin parfait pour commencer une vie de famille. Les jeunes amoureux se sont alors mariés. Mais cette histoire n'aura pas une fin heureuse. Après le début de leur vie conjugale, le véritable Carlo a commencé à se manifester de manière très inhabituelle. Il a commencé à mener une double vie. Dans l'une d'elles, il était un homme de famille, un mari aimant. Mais son alter ego était libre, sociable, sans crainte du blâme public et se lançait dans toutes sortes de choses audacieuses. Son apparence attrayante lui permettait de faire des rencontres sans problème avec des femmes de passage. Il a commencé à tromper sa femme sans aucun remords. À ce moment-là, sa femme n'était même pas au courant de ses aventures extra-conjugales. Grâce à son travail à Milan, qui se trouvait à 35 km de la maison familiale, Carlo pouvait facilement entretenir une double vie. Il rencontrait différentes femmes, les séduisait et, après des relations de courte durée, les quittait. Carlo a appris à être charmant et amusant. C'est pourquoi de nombreuses femmes voulaient poursuivre et développer leur relation. Cependant, dès que cela était mentionné, il se séparait de sa maîtresse et en trouvait immédiatement une nouvelle. Il ne parlait évidemment à aucune d'entre elles de sa femme. Carlo a pris goût et draguait toutes les filles qui semblaient attrayantes. Naturellement, il a eu plusieurs relations avec ses collègues femmes, directement au travail. Cependant, dans sa vie de famille, il était toujours sous le joug de sa femme. Carlo exécutait tous les caprices de Cristina et se prosternait littéralement devant elle. De toutes ses forces, le mari essayait de gagner sa faveur, d'autant plus que les relations de la jeune famille réjouissaient énormément le père de Carlo. En même temps, Carlo ne se souciait pas vraiment de la confidentialité lors de ses liaisons extra-conjugales à Milan. Son mode de vie débauché était connu de la plupart de ses amis et même de connaissances. Après 4 ans de mariage, le couple a eu son premier enfant, une fille au nom de Giulia, et en 2013, leur fils Gabriele est né. Mais avec la joie de la maternité du deuxième enfant, est venue une cruelle désillusion. Cristina a appris des amis les liaisons extra-conjugales de son mari et la débauche qu'il pratiquait à Milan. Cependant, au lieu de rompre leur relation, elle voulait préserver la famille et a commencé à attacher son jeune mari de toutes ses forces. Il y avait des raisons de croire que Carlo avait essayé à plusieurs reprises de divorcer de sa femme, mais elle l'en empêchait activement et lui demandait de ne pas partir pour les enfants. En réalité, le jeune homme l'avait trompée pour la première fois avant même le mariage. Cela s'était produit alors qu'il restait moins d'1 semaine avant la cérémonie de mariage. Pendant cette période, Cristina s'était rendue à la Croix-Rouge pour faire du bénévolat. Carlo, quant à lui, se reposait avec des amis dans un bar de striptease. Ils avaient une sorte d'enterrement de vie de garçon lors de cette fête. Une fille est apparue lors de cette soirée et a montré des signes d'attention évidents envers Carlo. Au début, il hésitait, mais ses amis ont commencé à l'encourager vivement à passer la nuit avec cet inconnu avant le mariage et à profiter de sa dernière soirée de liberté. Ses amis ont convaincu Carlo que c'était sa dernière chance avant le mariage. Finalement, il n'a pas eu le courage de refuser et a accepté, mais apparemment ses amis ne se rendaient pas compte qu'ils ouvraient une véritable boîte de Pandore. Dès le lendemain de l'infidélité, Carlo a avoué son aventure à sa fiancée. Il a réalisé tous les plaisirs de la vie de célibataire et lui a dit qu'il ne voulait pas se marier, qu'il n'était pas prêt pour une relation sérieuse. Cristina, en larmes, a rassemblé ses affaires et est retournée chez ses parents. Mais un jour plus tard, Carlo est revenu vers elle et s'est excusé devant toute la famille, la suppliant de revenir. Il se plaignait que ses amis étaient responsables de tout, qu'ils l'avaient poussé à coucher avec cette fille et l'avaient convaincu de renoncer au mariage. Cristina a pardonné à son jeune fiancé et a fermé les yeux sur ce malentendu, et ils se sont mariés. Cependant, les ressentiments, l'amertume et les déceptions ont poursuivi la femme tout au long de cette union. Carlo se comportait également de manière indifférente envers ses enfants. Les amis du couple ont affirmé qu'il passait du temps avec eux et jouait avec plaisir, mais il ne montrait jamais d'attachement. Il n'avait jamais vu Carlo embrasser ou prendre ses enfants dans ses bras. Cependant, il jouait volontiers avec eux et se considérait sincèrement comme un bon père. Sa vie était entourée de mensonges, auxquels croyaient sa femme et tous ceux qui connaissaient le jeune homme. Mais dans toute cette idylle apparente, tôt ou tard, quelque chose devait se produire.
Le 14 juin 2014, un événement horrible et sanglant s'est produit à Mota Visconti. Vers 2 heures du matin, l'un des habitants est sorti sur la route, criant désespérément et demandant de l'aide. Il a réussi à atteindre son voisin, qui s'était réveillé à cause du bruit. Cet homme, en état de choc, a rapporté que sa famille avait été attaquée. Selon lui, ils avaient été cambriolés et tous les membres de sa maison avaient été tués, mais par miracle, il avait réussi à s'échapper. En état de choc, il ne pouvait pas appeler lui-même les secours. Ce sont les voisins qui ont pris l'initiative de le faire avant de lui passer le téléphone. À ce moment-là, ils avaient déjà compris la gravité de la situation et réalisé que les agresseurs avaient tué sa femme, sa fille aînée de 5 ans et son fils cadet, âgé d'1 an et demi. L'homme qui avait survécu à cette agression était Carlo Lissi. Pendant l'appel, il a dit que ce soir-là, il se trouvait chez des amis et regardait le match de la Coupe du Monde qui opposait l'Italie face à l'Angleterre. En tant que fan de football de longue date, il ne pouvait pas manquer ce match important pour lui. Lorsqu'il avait quitté la maison, tout était calme et paisible. Cependant, lorsqu'il est revenu après avoir regardé le match, il a trouvé sa maison couverte de sang. Il a d'abord trouvé le corps de sa femme, puis il est monté à l'étage et a trouvé les corps de ses enfants dans la chambre des enfants. Il a essayé de les réanimer, mais en vain. Carlo était persuadé que s'il avait été chez lui au moment de l'attaque, il aurait subi le même sort. Il pensait également que c'était des voleurs qui avaient commis cet acte horrible. L'opérateur du service d'urgence lui a demandé de retourner avec ses voisins pour aller vérifier les victimes et de leur porter secours, mais Carlo a refusé. L'opérateur n'a rien remarqué d'inhabituel dans son comportement. Il était paniqué et choqué. Il pleurait, criait, divaguait, mais avait en général un comportement typique de ce genre de situation. Les services d'urgence ont été dépêchés sur les lieux. Avant l'arrivée de la police, Carlo a également téléphoné à son père et a commencé à parler de ce qui s'était passé. Lorsque la police est arrivée, son père et lui ont rejoint les services d'urgence sous le porche de la maison. Les ambulanciers ont constaté la mort de Cristina, 38 ans, et de ses 2 enfants. Les enquêteurs sont arrivés sur les lieux vers 4 heures du matin. Les enquêteurs de la police scientifique étaient déjà en train de fouiller la maison à la recherche d'indices. Les enquêteurs ont d'abord pensé que la maison avait été cambriolée par une bande de cambrioleurs qui avaient attaqué une autre famille au couteau 1 an plus tôt et n'avaient pas été arrêtés. Cependant, les forces de l'ordre ont rapidement écarté la théorie du vol, car rien n'avait été cambriolé ou volé. Même le sac à main contenant de l'argent, qui se trouvait dans un endroit bien en vue, n'avait pas été touché. Les voleurs ne pouvaient pas entrer et sortir de la maison tranquillement sans laisser de traces, à moins qu'ils ne connaissent les victimes de l'attaque. De plus, il n'était pas nécessaire pour les cambrioleurs de tuer un bébé de 20 mois qui ne pourrait clairement pas témoigner contre eux. Tout cela semblait totalement absurde, c'est pourquoi cette affaire a immédiatement été qualifiée de meurtre. La maison était étrangement propre, il n'y avait pratiquement pas de traces de sang qui auraient dû inévitablement rester après une attaque. Naturellement, les premiers soupçons se sont portés sur Carlo, car selon les statistiques, ce sont généralement les proches qui commettent les meurtres. Carlo avait des coupures profondes fraîches sur les mains qu'il n'a pas pu expliquer. De plus, il avait découvert les corps des victimes qui étaient déjà froids. Cela signifie que l'attaque avait eu lieu plusieurs heures auparavant, juste avant son départ chez des amis pour aller regarder le match. Les enquêteurs ont également remarqué qu'il se comportait étrangement. L'homme n'a jamais su dissimuler ou imiter ses émotions réellement. Il se forçait de pleurer devant eux, aussi dur qu'il essayait. Il était donc visiblement nerveux, regardant constamment autour de lui avec appréhension. Vu qu'il n'arrivait pas à pleurer, il se tenait simplement là en silence et ne faisait rien. Et cela alors que toute sa famille avait été sauvagement assassinée, et il semblait s'en moquer. Tout cela semblait trop suspect. Lorsque les policiers ont commencé à lui poser des questions suggestives, Carlo ne pouvait plus cacher sa panique. Il a commencé à marcher dans la pièce, à se griffer les mains et à frapper les meubles avec ses poings. Tout cela aurait pu être le résultat du stress et de la douleur qu'il ressentait. Mais les enquêteurs avaient une hypothèse encore plus sinistre. Sous prétexte de calmer Carlo et de le ramener à lui, ils l'ont placé dans une ambulance. Les médecins lui ont proposé de soigner les blessures qu'il venait de se faire aux mains. Pour cela, ils ont demandé à Carlo de retirer ses vêtements pour l'examiner.
Lorsque l'homme a enlevé sa chemise, les forces de l'ordre ont remarqué du sang sur ses sous-vêtements. L'homme a tenté de justifier que le sang s'était retrouvé sur son sous-vêtement alors qu'il tentait de réanimer son épouse décédée. Cependant, l'endroit était trop étrange, car les gouttes de sang se trouvaient au niveau de la taille, sans tacher les vêtements. Ensuite, en regardant la vidéo du téléphone de Carlo, qu'il avait filmé au moment de la découverte des corps dans la maison, les policiers ont confirmé que Carlo ne s'était pas approché des victimes, n'avait pas vérifié s'ils étaient vivants et ne leur avait pas apporté d'aide. En interrogeant les voisins, les enquêteurs ont appris qu'ils avaient entendu un bruit étrange et les cris d'une femme vers 23 heures, c'est-à-dire avant le départ de Carlo de la maison. Cependant, les sons s'étaient rapidement estompés. Les voisins n'avaient pas prêté attention à ce qui s'était passé. En réalité, s'ils avaient fait du bruit et appelé la police immédiatement, cela aurait pu sauver la vie des enfants. Après tout, ils n'étaient pas morts instantanément. Ils avaient continué à saigner pendant longtemps. De plus, la police avait remarqué que le désordre dans la maison était totalement atypique pour un cambriolage. Dans la précipitation, les criminels jettent rapidement les tiroirs par terre, ce qui entraîne généralement leur casse. Cependant, dans le cas de la maison de Carlo Lissi, ils étaient soigneusement posés sur le sol. Certains n'ont même pas été tirés, et les vêtements et les objets étaient disposés avec tant de soin, comme si c'était une mise en scène maladroite. Tout cela indiquait une fois de plus l'implication de Carlo dans le triple meurtre. Bien sûr, dans l'esprit des enquêteurs expérimentés, tous ces faits se sont assemblés comme un puzzle. Ils ont emmené Carlo au poste de police pour l'interroger. Là, l'homme se comportait de manière assez étrange. Il semblait retomber en enfance et au lieu de répondre aux questions des enquêteurs, il a demandé une pizza, des sucreries et des boissons gazeuses. Le suspect a nié son implication dans les événements et a insisté sur sa version des faits. Lorsqu'il a été arrêté et conduit en cellule, l'homme s'est simplement endormi. Le lendemain, Carlo s'est comporté de manière extrêmement calme, voire insouciante, ce qui était perceptible même dans les gestes du présumé meurtrier. Il était clairement convaincu qu'il réussirait à tromper la police. Mais en réalité, Carlo ne se doutait pas que le piège s'était déjà refermé sur lui. Cependant, le mobile du crime aussi monstrueux restait encore incompréhensible. En apparence, la famille semblait très respectable. Carlo et sa défunte femme occupaient de bons postes et gagnaient honorablement leur vie. Les agents des forces de l'ordre se sont tournés vers les collègues du principal suspect. Ces derniers ont raconté que les derniers mois, Carlo ressentait des sentiments très forts envers une nouvelle collègue, une jeune femme appelée Maria. Carlo avait immédiatement remarqué cette collègue charmante et avait commencé à communiquer avec elle, à déjeuner ensemble, ressentant pour elle le même amour qu'il avait autrefois pour sa femme. Il avait fermement décidé de rompre sa relation avec Cristina. Cependant, sa collègue Maria, qui était également en couple, a refusé de sortir avec un homme marié. Maria n'a eu aucun contact physique avec Carlo. On soupçonnait que Carlo souffrait de troubles mentaux. En utilisant une astuce, les enquêteurs ont décidé de jouer sur les émotions du criminel et sont revenus en lui disant que sa nouvelle collègue ressentait encore plus de dégoût envers lui après la mort de sa femme et de ses enfants. Et cela a fonctionné. Cela a instantanément déstabilisé le suspect présumé. Il est devenu hors de lui, explosif, et littéralement 20 minutes plus tard, il a commencé à faire des aveux. Ensuite, des accusations officielles de meurtre ont été portées contre Carlo, âgé de 31 ans. Les enquêteurs ont commencé à recueillir des informations sur la famille pour préparer le dossier pour le tribunal. Les enquêteurs ont découvert qu'après que la nouvelle collègue de Carlo, Maria, ait été embauchée dans la société à Milan où travaillait Carlo, ce dernier était tombé éperdument amoureux de sa collègue. Mais Maria ne voulait pas être la cause d'une rupture quelconque. L'amour non partagé rendait Carlo fou. C'est à ce moment précis qu'a germé un plan sinistre dans sa tête. Malgré le refus de sa collègue, Carlo a décidé de rompre avec sa femme. Cependant, il ne pouvait pas simplement s'approcher d'elle et lui dire cela, car il avait simplement peur d'un autre conflit et de complications. L'homme savait qu'il ne pourrait pas lui résister et qu'elle le pousserait à continuer la relation pour les enfants. C'est pourquoi Carlo pensait que le couteau résoudrait tous les problèmes. Plus tard, la police a trouvé des requêtes correspondantes dans son navigateur. Tout d'abord,
Carlo cherchait un avocat spécialisé dans les procédures de divorce, puis il a envisagé des moyens de rompre rapidement la relation sans l'aide d'un spécialiste. Ensuite, l'homme a commencé à chercher des moyens de tuer quelqu'un rapidement avec une arme blanche. Ainsi, il a progressivement accédé aux informations sur les meurtres et a vu un article sur un vol à main armé avec un couteau qui s'était produit dans leur quartier un an plus tôt. Cela l'a immédiatement amené à penser à une mise en scène du vol à main, armé, qui mènerait l'enquête sur une fausse piste. Le 14 juin 2014, Carlo s'est réveillé avec l'idée qu'aujourd'hui, il était prêt à tuer toute sa famille. Il ne s'était écoulé qu'une semaine depuis que l'homme cherchait des moyens de se débarrasser de ses proches sur Internet, et enfin, il s'est résolu à commettre un acte horrible. Carlo a passé toute la journée avec sa famille comme un homme de famille respectable. C'était un samedi classique pour le couple avec les enfants. Ils ont fait du shopping, sont allés ensemble dans les magasins pour donner l'apparence de relations heureuses, puis ils se sont amusés en famille. Il semblait qu'il avait décidé de leur offrir une journée de congé d'adieu parfaite. Le soir, Christina a préparé un délicieux dîner et ils ont mangé ensemble. Ensuite, Carlo s'est rendu chez des amis pour regarder le match de football entre l'Italie et l'Angleterre. Il a spécialement choisi ce jour-là et cet événement sportif comme alibi parfait. L'homme a organisé un massacre en sachant que le match se déroulerait dans un autre fuseau horaire. Cela permettrait de tromper les policiers. De plus, c'était un bon moyen de faire porter la culpabilité sur un cambrioleur fictif. Il était évident que ce soir-là, de nombreuses personnes ne devaient pas être chez elles, car elles devaient aller regarder le match chez des amis ou dans différents bars. Bien sûr, c'était le meilleur moment pour un cambriolage qui, par un tragique hasard, se transformera en un massacre d'une famille entière avec des enfants. Après le dîner, les époux ont couché les enfants. Giulia est allée se coucher seule. Gabriele a été emmené dans sa chambre car il s'était endormi directement sur le canapé. Le père attentionné a personnellement déplacé l'enfant, souhaitant une bonne nuit. Il leur restait un peu plus d'1 heure à vivre. Après cela, le couple a entamé une relation intime dans le salon. C'était également un calcul froid de sa part, car le simple fait d'avoir des relations sexuelles avec sa femme contribuerait à une atmosphère harmonieuse au sein de la famille, donc automatiquement éloignera les soupçons sur lui. Vers 23 heures, Carlo a dit à sa femme qu'il allait chez des amis. Cependant, au lieu de s'habiller, il est allé à la cuisine en sous-vêtements et a pris un couteau. Il a pris le plus grand couteau de leur maison et est retourné au salon, où sa femme regardait la télévision. Carlo s'est approché lâchement par derrière et l'a frappée au cou, mais elle n'est pas morte instantanément comme il s'y attendait. Elle a essayé de s'échapper de son meurtrier. Quelques pas plus tard, l'homme l'a rattrapée et lui a porté un autre coup au cou. C'est alors que la femme s'est retournée et a attrapé le meurtrier par la main. À ce moment-là, la femme a vu qui avait fait ça. Carlo lui a porté un 3e coup au visage, puis a commencé à la frapper avec son poing et l'a fait tomber par terre. Sa femme criait, essayant de comprendre pourquoi son mari l'attaquait et ce qui se passait. Mais le criminel ne s'arrêtait pas et continuait à frapper en silence. Après l'agression, il a laissé 5 autres blessures profondes dans la poitrine et l'abdomen jusqu'à ce que Christina cesse de montrer des signes de vie. Il est difficile d'imaginer l'ampleur de la trahison, car la femme croyait jusqu'au bout qu'il l'aimait sincèrement, elle et les enfants. Ensuite, Carlo a continué ses méfaits. Après avoir commis son crime, il s'est dirigé vers la chambre de sa fille aînée. Malgré le bruit et le fait que la porte d'entrée de la petite fille était entr'ouverte, elle dormait profondément. L'enfant était allongé sur le dos. Le père s'est approché et lui a porté un seul coup au cou. La petite fille ne s'est même pas réveillée. Elle s'est retournée simplement sur le côté, s'est recroquevillée et n'a plus montré plus aucun signe de vie. Ensuite, le meurtrier est entré dans la chambre du plus jeune enfant. Au moment de l'exécution, Gabriel avait 20 mois. Lui aussi est mort d'une seule blessure au cou. Cependant, à ce stade, le plan du meurtrier était loin d'être terminé. L'homme est ensuite descendu au sous-sol, où se trouvait la salle de bain. Là, il a pris une douche effaçant toutes les traces du triple meurtre, puis s'est habillé. Cependant, Carlo a fait une erreur majeure qui a contribué plus tard à confirmer sa culpabilité. L'homme a porté le même sous-vêtement avec lequel il avait tué ses enfants et sa femme.
Il n'avait probablement pas remarqué les gouttes de sang dessus. Ensuite, le criminel a nettoyé la maison et a commencé à simuler un cambriolage dans toute la résidence. Il a éparpillé des objets et des tiroirs de meubles par terre, a jeté un couteau dans une bouche d'égout. Après cela, Carlo s'est rendu tranquillement chez des amis et a regardé le match tant attendu, comme si de rien n'était. Plus tard, en apprenant ce triple meurtre, ses amis ont été choqués. Ce qui choquait les gens, c'était le calme et l'indifférence avec lesquels Carlo était venu regarder le match. Son comportement ne laissait aucun doute sur le fait qu'il était inquiet ou qu'il regrettait ce qu'il avait fait. Carlo a regardé le match avec un calme absolu. L'homme est allé plus loin pour confirmer son alibi. Il a envoyé plusieurs SMS à sa femme pour lui communiquer le score du match. Il a également discuté avec des amis des projets pour le week-end suivant, au cours duquel il était censé partir à la campagne avec sa famille. À 2 heures du matin, le tueur sanguinaire est revenu sur les lieux du crime. Il a agi exactement comme dans la vie de tous les jours. Il a mis la voiture au garage, a enfilé ses chaussures de ville et est monté dans la cuisine. Là, Carlo a vu les dégâts qu'il avait laissés derrière lui. Il a même filmé une courte vidéo qu'il a également mis à nu. Dans cette vidéo, il y montre des placards cachés et dit qu'il vient de rentrer chez lui et qu'il a vu qu'il y avait eu un cambriolage. La vidéo le montre ensuite entrant dans le salon où il voit sa conjointe dans une mare de sang, se met à crier de toutes ses forces par terreur, sort en courant et appelle à l'aide. L'homme n'est pas monté à l'étage pour prendre des nouvelles des enfants, ce qui était pourtant logique dans sa situation. Tous ces actes présentaient des bizarreries et des incohérences. Dans la plupart des cas, un homme innocent se serait précipité pour aider un proche, vérifier son pouls, sa respiration, voir ce qui n'allait pas avec les enfants. Or, Carlo n'a même pas voulu s'approcher des victimes, ce qui l'a également trahi. Au tribunal, Carlo expliquait calmement son comportement. On lui a demandé pourquoi il n'avait tout simplement pas divorcé de sa femme et préservé la vie de celle-ci et de ses enfants. Mais l'homme a répondu que, après le processus de divorce, il aurait dû payer des pensions alimentaires à 2 fardeaux, c'est ainsi qu'il a qualifié ses enfants. Selon lui, Maria n'aurait pas accepté ses enfants, ce qui aurait posé problème. Sa fille et son fils seraient devenus un fardeau gênant pour Carlo. De plus, il aurait fallu partager les biens acquis en commun, ce qu'il ne voulait absolument pas faire. C'est pourquoi il a décidé de se libérer complètement. Il envisageait même de trouver un nouvel emploi. Dans sa tête, il a simplement dit « j'en ai assez ». C'était horrible au plus haut point. Est-ce qu'une personne en état de santé mentale normale peut prendre une décision aussi cruelle et calculée? Le niveau même de son argumentation soulevait des questions sur l'état mental de l'accusé. La complicité de Carlo dans le triple meurtre n'était même pas contestée. Les enquêteurs disposaient de ses aveux, d'un mobile et de preuves. Toute la complexité du procès se résumait à déterminer s'il l'avait fait intentionnellement ou non. Ses recherches sur Internet confirmaient son intentionnalité. Une semaine après avoir été accusé, Carlo a été envoyé pour une expertise psychiatrique en attendant son procès. Il y avait une possibilité qu'il ne se rende pas compte de ce qui se passait et qu'il puisse échapper à toute punition pour ses actes. Selon l'évaluation, les experts ont jugé que le jeune homme était sain d'esprit et capable de comparaître devant le tribunal. Au tribunal, il a refusé d'avoir un avocat car il considérait la lutte pour la justice comme superflue. Finalement, Carlo a été condamné à la réclusion à perpétuité, ce qui lui convenait initialement. Cependant, après le début de sa peine, il a fait appel, mais a rapidement envoyé une autre lettre dans laquelle il a renoncé à l'appel et a informé les juges qu'il considérait sa sentence comme juste, ce qui témoigne encore une fois de la contradiction de son caractère. Cela peut sembler étrange, mais il était tout à fait logique que Carlo renonce à se battre. Il n'a jamais été capable de le faire pendant sa vie libre. Maintenant, l'homme se retrouve dans un endroit où il n'a pas besoin de se battre pour quoi que ce soit. Il suffit d'être obéissant et silencieux. Les détenus ont leur emploi du temps et leurs propres règles. Apparemment, cela convient parfaitement aux nouveaux pensionnaires de l'établissement pénitentiaire. C'est en prison que Carlo a commencé à faire ce qu'il aimait sincèrement. Il a commencé à étudier la philosophie et a ensuite obtenu son diplôme universitaire dans ce domaine. Aujourd'hui, il a 42 ans. Carlo est un détenu exemplaire. Ses compagnons de cellule et les gardiens
ont affirmé que le meurtrier ressemble à quelqu'un qui se repent sincèrement de ses actes. Ok, chers amis, merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.